D'abord, bonjour, tout le monde. Merci d'être là, si nombreux. Ça fait plaisir. Ça y est, c'est des formations professionnelles. Mais non, mais c'est bien, parce que c'est... on a déjà fait des petites papotes comme ça, où il y avait plus de gens sur scène que dans la salle. Oui, oui. Donc, merci. Dans un lieu où il y a censé être... Plus, oui, exactement. plus de monde. On ne dira pas... Non. On n'est pas comme ça. On ne va non. pas dire que c'est la libre. Non. Bon, mais je remercie vraiment beaucoup d'être là, nombreux. Donc, aujourd'hui, on va évidemment parler de Éric Russon et de son livre Crispation. Mais auparavant, j'aimerais, Éric, qu'on te présente, que tu te présentes un peu, parce qu'en général, c'est toi qui poses les questions. Donc, ouais. C'est toi qui demande aux gens de se présenter et qui fait découvrir les gens aussi au public. Mais finalement, on te connaît peu. Et donc, voilà. C'est pas plus mal, hein. Voilà, on te connaît en tant qu'homme de télé, homme de radio. Ce qu'on découvre, c'est que tu écris, et je sais que tu écris depuis très longtemps, en fait. Mais avant tout ça, tu as fait des études de criminologie. Oui. Et c'est assez, peu commun. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on fait pour passer de criminologie à radio-télé à écrivain, Ouais, puisque tu en es un maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le commissaire? La crimino, c'est arrivé... En fait, tout est arrivé un peu par hasard. Je vais un petit peu m'éloigner, ça fait des pop. Les études universitaires, on m'a dit que c'était mieux. C'est tes parents. Fais d'abord des études universitaires. Mais oui, quand tu es fils unique, il n'y a pas un grand frère qui se prend tout dans la tronche pour que le petit frère puisse faire vraiment ce qu'il veut. Donc voilà, fils unique, j'étais le grand frère et le petit frère en même temps. Et donc, moi, j'ai toujours voulu raconter des histoires sous forme de bande dessinée ou d'autres choses. Mais on m'a dit, tu feras ça après avoir fait des études sérieuses. Et donc, les études sérieuses, à un moment donné, je me suis dit, bon, les maths, non, la médecine, non, pas. Le droit. J'avais un prof de latin qui était une espèce de vieux sage, que j'aimais beaucoup. Et voilà, après quelques entretiens avec mon père, ils se sont dit tous que ce serait mieux que j'aille plutôt vers une branche littéraire que scientifique. Et la science, heureusement, a échappé à quelque chose, à mon avis, d'assez terrible, parce que je n'ai pas du tout l'esprit ni scientifique ni mathématique. Et donc, j'ai fait 2 ans de droit. Et ça m'a ennuyé, le droit. Et donc, voilà, étant dans un... C'est souvent le cas dans les études, une fois qu'on est dans les rails, où est l'embranchement, quoi. Moi, je n'allais pas revenir en arrière, donc il fallait que je continue. Et donc, il y a eu un truc, à un moment donné, je me dis, tiens, il y a une nouvelle école qui s'appelle l'école de criminologie. C'est dans les années 80, début des années 80. Et donc, c'était une suite logique. C'était 2 licences, donc on pouvait faire 2 candidats de plein de choses, notamment le droit, et ensuite faire 2 candidats de licence de criminologie. Et donc, j'ai fait ça. Et là, ça m'a amusé. Parce que c'était des cours très vivants, quoi. C'était de la psychologie, de la sociologie, de la médecine légale. Ah ouais, tu as suivi des cours on avait un prof, c'était magnifique. Il venait de Paris pour ça. Il venait de l'Institut médico-légal de Paris. Et il parlait un petit accent comme ça, bonjour. Et à la fin des cours, et les cours, c'était à 8h du matin, le mercredi. Et à la fin des cours, il passait des dias. Et des dias de médecine légale, quoi. Avec des cadavres, des machins et tout. Et donc, il nous avait dit, le premier cours, en septembre, il se présente et tout, puis il nous dit, bon, vous avez intérêt à ne pas trop manger le mercredi matin, parce que... à la fin du cours... Tu as été jusqu'à assister à une autopsie? À Paris, oui, on a fait un petit voyage scolaire. Ah oui, avec l'odeur et tout, c'était super. Et donc, le premier cours, c'était ne mangez pas trop. Et donc, comme on n'était pas au courant et qu'il y en avait qui avaient mangé, et maintenant, premier cours, les dias, il y a eu des gens qui se sont évanouis, qui n'ont pas été bien. C'était gai ce cours-là. Et donc, mais après 2 ans, qu'est-ce qu'on fait c'était dans les années 80.
il n'y avait pas encore les experts. Oui, c'est ça. Bah oui, non, mais oui, c'est oui. vraiment ça, Ah quoi. ouais, Il n'y avait pas encore cette notion de police Finalement, maintenant, scientifique. les gens sont assez au courant Ouais. de ce qui se passe. Et ils me disent, mais enfin, t'as fait criminaux, t'es pas dans un truc, t'es pas profiler. Je dis, mais non, à l'époque, ça n'existait pas. Ou alors vraiment aux États-Unis, quoi. Et donc après, j'ai pris une année pour me reposer, non, pour faire mon mémoire, pour faire... Pour réfléchir, non? ouais, et pendant ces 5 ans d'UNIF, dès la 2e année, 3e année, j'ai commencé à faire de la radio. À l'université? Ouais, Radio Campus? Radio Campus. Okay. Et puis j'ai fait du théâtre aussi. Et c'était beaucoup plus intéressant, je trouve, que l'UNIF, enfin que les cours. Et donc, après l'UNIF, j'ai très peu attendu, en fait, qu'on me propose du boulot. J'en ai un peu cherché, mais pour rentrer dans la police, il fallait repasser des examens. Et j'avais pas envie de me retrouver avec un képi, un truc, ça me disait rien. Et donc, quelqu'un avec qui j'avais bossé en radio, pour une émission de cinéma, a été engagé à Télé Bruxelles, cherchait quelqu'un pour faire de l'assistanat de production, et c'est comme ça que c'est arrivé. Voilà. Donc, c'est vraiment des petites coïncidences, des petits hasards. La radio, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu l'envie de faire un duo de radio avec Corinne Boulanger, mais il ne savait pas qui prendre. Donc, c'était le directeur de l'époque, Jean-Pierre Autier, et puis c'est Marc Moulin qui lui a dit, mais il y a ce gars-là à Télé Bruxelles, et donc Marc Moulin m'a téléphoné, il m'a dit est-ce que je peux passer. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça, voilà. Ouais. Et pour Arte, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que je commençais à m'ennuyer à Télé Bruxelles. Bon, après 18 ans, je m'étais bien amusé quand même, mais après 18 ans, voilà, j'avais envie de faire autre chose. Et donc il y a eu ce projet qui s'appelait Belle Arte au départ, Arte et là, Belgique donc, qui est devenu Arte Belgique. C'était Belle Arte. C'était un projet Belle Arte, donc il fallait que des producteurs rentrent des projets, quoi. Il y avait un appel à projets, donc il y a eu 30 projets, dont Télé Bruxelles, qui a même rentré un projet. Et je me retrouvais dans 6 projets. Chroniqueur par-ci, présentateur par-là. Et pour finir, il n'y avait plus que 2 projets, et je présentais les 2 projets. Oui. Donc là, il y avait un problème. Donc, à un moment donné, j'ai rencontré les producteurs et tout. J'ai dit OK pour lui et pas OK pour lui. Et j'ai misé sur le bon cheval. Voilà. C'est comme ça. Magnifique. Et donc voilà, donc tu viens d'expliquer un peu ton parcours. Et puis, avant Crispation, tu as aussi écrit 2 pièces de théâtre. Ah ouais. Donc voilà. Il y en a une des 2, la deuxième s'est jouée ici d'ailleurs. C'est vrai ? Ouais. Ah ouais. Il y a 1 an et demi, 2 ans, je crois. Oui, c'est la seule que j'ai vue d'ailleurs. J'ai pas vu la première. La première, c'était il y a 20 ans. Oui, voilà, c'est ça. Et je l'ai tu n'étais pas encore né. Si, quand même. Merci, mais si, quand même. Et donc voilà, donc apparemment l'écriture c'est quelque chose qui te plaît. Ouais. Je sais que tu écris depuis très très longtemps. Ouais. Tu as eu une première expérience avec ces 2 pièces. Et puis voilà, maintenant il y a Crispation. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'écrire ? C'est très bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? C'est très bizarre. Je pourrais te retourner la question, mais c'est vrai que c'est très bizarre. Bon, c'est vrai que je pense qu'il faut d'abord être lecteur et aimer la lecture et se plonger dans des univers. Donc moi, très tôt, c'était pas la littérature d'ailleurs. Moi, quand j'avais 10-12 ans, c'était plutôt la BD des années 70, quoi. Donc c'est Spirou, c'est Tintin, donc j'étais un peu élevé là-dedans, raconter des histoires. Je me rends compte finalement que je raconte un peu aussi des histoires comme si c'était une bande dessinée. C'est des chapitres courts, à la fin d'un chapitre, on a envie de savoir ce qu'il y a. C'est vraiment comme un feuilleton, comme dans les belles années de Spirou et de Tintin, où on se disait, tiens, à la fin d'une case, qu'est-ce qui va se passer ? Et puis de fil en aiguille, la lecture, les romans, etc. Le théâtre est venu beaucoup plus tard. Je dirais que c'est vraiment venu avec le métier que j'ai fait. J'y allais, oui, mais quand tu vas au théâtre voir un Molière avec l'école, c'est généralement catastrophique parce que c'est mal foutu, parce que tu as envie de rigoler, parce que tu as envie d'être assis avec ton pote alors qu'il est trois rangées devant. Enfin, voilà, et on est plus préoccupé par ça que par le type qui dit ma cassette, quoi. Enfin bon. et c'est drôle parce que j'en ai reparlé, c'est parce que c'est un métier qui est vraiment drôle. Oui, parce à ce point de vue-là, tu as aussi joué, tu as aussi mais fait de la planche. Tu rencontres les gens 15 ans et tu les interviews 15 ans après avoir vécu. Bon, voilà, je vois André Debare dans je ne sais plus quelle pièce de Molière et il est devant
au Théâtre National devant un parterre de gens qui chahutent, qui sont là pas pour voir. Il est 14h, quoi. Bon. Et je le vois 15 ans après et je lui dis, mais moi je me souviens de vous avoir vu, André Debord, voilà. Et il me dit, mais c'était catastrophique pour nous aussi, on n'avait pas envie de venir. Donc, quand tu as des gens qui viennent... Et donc, c'est pour ça que le théâtre, c'est venu assez tard, finalement. Aimer le théâtre. Mais raconter des histoires, si, quand j'étais môme, c'était sous forme de bande dessinée. Je voulais raconter... Enfin, c'était des petits strips, des petits machins, des trucs que j'avais même une fois allé... Enfin, dans une foire du livre, c'était encore à la place Rogier, j'avais été avec mon petit carton et mes petites bandes dessinées, allez, je vais les montrer à Tibet. Et donc, Tibet m'a dit, c'est pas mal et tout, il faudrait faire une école de bande dessinée, je vais te donner l'adresse et tout. Évidemment, mon père, non, il faut faire du droit, il faut faire un truc sérieux. Et donc, oui, c'est raconter des histoires. Et donc, oui, j'ai beaucoup écrit, j'ai mis plein de trucs dans les tiroirs. Et on se cherche beaucoup parce qu'il y a un boulot qui te prend beaucoup de temps et donc tu n'as pas le temps de suivre non plus des cours. Et puis tu te dis, mais suivre des cours, est-ce que c'est vraiment utile ? Et donc voilà, je suis très autodidacte pour ça. Et qu'est-ce qui fait que justement celui-là, tu es parvenu à l'écrire jusqu'au bout ? Tu dis que t'as beaucoup de choses dans tes tiroirs. Écrire un livre, c'est quand même une aventure pas banale, hors du commun, dans le sens où dans le fait de mener cette aventure jusqu'au bout. Écrire un livre, il y a beaucoup de gens qui écrivent des livres, qui sont en train d'écrire un livre. Mais le fait d'aller jusqu'au bout, de le terminer, de mettre un point final, et bien sûr après de l'éditer, mais je parle juste de la conception, qu'est-ce qui t'a poussé à mener ce projet jusqu'au bout, compte tenu que tu as quand même une vie assez remplie, que tu n'as pas vraiment besoin de ça pour vivre, que tu n'as pas besoin de ça non plus pour exister. Qu'est-ce qui... vas-y, explique-nous. Il y a la face, on va dire, visible de l'iceberg, c'est-à-dire on fait de la télé, on rencontre plein de gens, et c'est une image. C'est à tel point une image qu'il y a parfois des retours, vous faites une émission tous les jours, vers quoi ? Vers 20h ? Ouais. Une émission d'1 heure, ouais. Et le reste de la journée, vous faites quoi ? Non mais tu vois, c'est une image. Et donc, on ne sait pas ce qu'il y a derrière l'image. Et donc, évidemment, ça me permet, oui, de vivre. Voilà, c'est un métier, c'est un boulot, donc c'est lucratif, quelque part. Mais pour exister, c'est autre chose. C'est pas que je n'ai pas l'impression d'exister à la télévision, c'est que j'existe d'une manière à la télévision. Et je pense pas que ce soit complètement satisfaisant à mes yeux. Et le fait d'écrire un bouquin, d'aller jusqu'au bout de l'écriture d'un bouquin, ça m'a vraiment, ça m'a satisfait à un point qu'on ne peut pas imaginer, même si on se dit, voilà, avec ces émissions télé, ces émissions radio, il doit être content. Oui et non, je pense que là, il y avait vraiment un challenge, quoi. Et ce challenge, j'ai été vraiment le pousser, mais ça a duré sur la durée, comme ça, c'est 3-4 ans. Bon, dans ces 3-4 ans, il y a pas mal de mois où je n'écris pas parce que j'ai mon émission de télévision. Et donc, je pense que si on rajoute toutes les semaines et les mois de vacances où j'ai pu écrire, ça fait 1 an, quoi. Mais ça veut dire que oui, j'ai vraiment... c'était pas le premier projet que j'ai démarré. Il y a 4 projets en tout. Et c'est le premier que j'ai vraiment mené à terme sur vraiment pas mal d'années. Et il y a une satisfaction, un bonheur d'être arrivé au bout et de le relire et de se dire là, tiens, j'ai envie de le faire lire. Et donc c'est là que ça démarre. Mais ce projet-là, pourquoi ? C'était celui-là. Enfin voilà, je l'ai démarré vraiment sur 2 chapitres. Et puis il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, ça j'y croyais pas non plus quand les écrivains me disaient en interview, vous savez, une histoire, on l'invente et puis les personnages on les crée et puis ils prennent le pouvoir. Oui. C'est vrai. Ok, bon. On croit que c'est des mots d'écrivain. Et on a l'impression que c'est une langue de bois, c'est une formule, etc. Et puis à un moment donné, en fait, c'est vrai. Quand on plonge dans l'écriture, à un moment donné, il y a une espèce d'état second, quoi. On est là, on est dans l'aventure, on est dans les personnages, on joue tous les personnages. Et puis en effet, il y a un truc qui échappe, quoi. Non pas que c'est le personnage ou la situation qui prend le pouvoir, c'est quand même l'écrivain qui... l'écrivain a le final cut, voilà.
Mais il y a des propositions qui sont faites. Ouais. Quoi. Et donc ça, c'est une vraie réalité. Ouais. Et donc peut-être que les personnages qui sont là m'ont fait plus de propositions que les autres. Bon, alors on va en parler de ces personnages et de ce livre. Donc, juste pour résumer l'histoire, ça se passe dans une émission de télévision. Enfin, ça commence avec une émission de télévision, une émission de télé-réalité politique. Ça se passe en France, et cette émission de télé-réalité politique consiste à inviter sur le plateau rien moins que le président de la République. Ça se passe en direct, évidemment. Et les Français, monsieur et madame tout le monde en France, des kidams français, vont pouvoir poser des questions au président de la République en direct. Donc, pas de faux fuyants, pas de... Et voilà, c'est la grosse émission. On a fait beaucoup de bruit autour de ça. C'est un peu l'équivalent, je ne sais pas si vous vous souvenez, le jeu de la vérité avec... Ouais. Voilà. Mais c'est un jeu de la vérité un peu 2.0, quoi, un peu amélioré. Exactement. Et puis évidemment, ça va absolument pas se passer comme dans le jeu de la vérité. Puisque sinon il y aurait pas d'histoire. Et en fait, le couac de départ vient simplement du fait que l'équipe qui est chargée d'envoyer donc une équipe de télévision sur place, parce qu'évidemment les Français qui interrogent le président de la République sont chez eux, donc il y a une équipe qui se rend sur place, et cette équipe-là reçoit une mauvaise information sur non pas l'adresse, mais l'étage. Donc ils arrivent à la bonne adresse, mais ils se trompent d'étage. Et quand ils débouchent dans l'appartement, ils tombent non pas du tout sur ce Français, ce kidam qui doit poser sa première question au président de la République en direct à 20h sur la première chaîne française, mais sur un couple en train de faire l'amour. Ce qui la fout déjà très très mal. Et dernière petite chose que je révèle, parce qu'on le sait assez vite, c'est que le gros problème, c'est que la femme de ce couple qui est en train de faire l'amour en direct à 20h sur la première chaîne française n'est ni plus ni moins que la fille du président de la République. Donc voilà, je ne vais rien dire de plus, ça commence très très fort. Alors c'est un livre qui parle évidemment du monde de la télévision, qui parle évidemment du monde politique aussi, et d'ailleurs je voudrais en donner, pas tout de suite, mais on va aborder aussi le côté show business de la politique, parce que c'est très clair. Toi tu dis que c'est un western. Ouais. Tu peux... Oui, c'est un western parce que j'aime bien les westerns, et que dans les bons westerns, en fait, les personnages, on sait très vite qui ils sont. On sait très vite qu'on a affaire à un shérif alcoolique qui a des problèmes et qui est quand même un brave gars. Voilà. On sait qui est le héros, on sait qui est le méchant, on sait qui est la belle donzelle qui va tomber amoureuse. On sait tout ça. Et on le sait très vite. Après, dans les bons westerns, donc les John Ford, les Henry Hathaway, etc., après on creuse un peu, et au fil de l'histoire, et c'est souvent comme ça dans la littérature anglo-saxonne, c'est l'histoire, c'est tout ce que les personnages vont faire qui vont les définir, qui vont à un moment donné permettre au lecteur de creuser un peu dans la psychologie du personnage. Parce que dans les bons westerns, il y a quand même des psychologies de personnages. Et en fin de compte, c'est aussi l'histoire qui est le personnage principal. C'est le récit, c'est ce qui va arriver à ces personnages qui est le personnage principal. Et donc c'est pour ça que j'ai appelé... c'est vrai que j'ai l'habitude de dire que c'est un western, c'est parce que les personnages, on sait très vite qui ils sont. Ce sont des archétypes, mais ce ne sont pas des caricatures, mais ce sont des archétypes. D'ailleurs, le président, il n'a pas de nom. Il y a d'autres personnages qui ont des noms, mais le président, c'est le président. Et il sera le président jusqu'à la fin. Donc on peut lui coller le visage qu'on veut. Si on vote à gauche, on le mettra... Même si c'est quand même ciblé. Il est quand même... Alors, je l'ai écrit pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Voilà, oui. Julia, tu mets des petites touches, donc une chanteuse qui arrive dans l'émission. Ça pourrait être une comédienne. Hein. Oui, et tout là, à fait. Et là, on met un autre visage. Quoi. Voilà. Mais donc, c'est vrai qu'il est un peu nerveux, c'est un peu un De Funès de la politique. Quoi.
un type insupportable, qui pique des colères, etc., qui fait du footing, ce que ne faisait pas De Funès. Et donc, c'est vrai qu'il est archétypé, mais il s'appelle le président. Et donc, on peut vraiment lui coller le visage qu'on veut. Il y a une comédienne qui a eu une heure de gloire, et puis qui a 45-50 ans, son téléphone ne sonne plus, et puis à un moment donné, il y a un jeune réalisateur qui vient la chercher pour qu'elle tienne le rôle principal de son premier long métrage en tant que réalisateur. Et elle, voilà, c'est une renaissance. C'est aussi un personnage archétypal. Il y a le paparazzi aussi. Il y a le paparazzi. Le personnage du paparazzi. Il y a l'animateur télé qui a déjà quelques années de vol. Qui est en fin de course. Qui doit remonter en selle. Ouais, et qui a peur de finir dans une émission de philatélie. Et ça existait avant, les émissions de philatélie, des trucs, ça existait. Bah oui, ça existait. Et donc voilà, ce sont tous des personnages qui sont à un moment donné de leur vie. Et à un moment donné, dans sa vie, on a parfois l'impression de ne plus avoir d'influence sur ce qu'on vit, que les choses nous échappent. Et en fait, voilà, c'est une quinzaine de personnages qui vont voir leur vie un peu leur échapper. Sauf qu'il y en a un qui est un peu frustré parce que c'est le monsieur tout le monde, monsieur, madame tout le monde, là, qui attend que son heure arrive. Il a été désigné pour poser sa question au président et on va lui voler cette opportunité puisqu'il se trompe d'étage. Et donc lui, il va à un moment donné décider de prendre sa vie en main. Et le fait que lui veut exister, ça va faire écrouler tous les Voilà, et bien justement, donc roman sur la télé, roman sur la politique, et puis roman aussi sur ce besoin d'exister. Ouais. En fait, tous tes personnages agissent en fonction de ce besoin d'exister. Ouais. C'est vraiment enfin moi j'ai trouvé que c'était vraiment un roman là-dessus, que ce soit les gens qui travaillent à la télévision, dont c'est vraiment le gagne-pain, dont cet animateur qui est en bout de course, et cette émission est pour lui sa dernière chance pour remonter en selle. Il y a tous ceux qui ont besoin de la télévision pour communiquer, donc en l'occurrence le président, toute sa clique, etc. Et puis ce kidam, donc ce fameux quart d'heure de gloire dont parlait Andy Warhol, et qui, voilà, c'est vrai qu'on est dans une époque où tout le monde, vous tous ici, les gens dans la rue, tout le monde a droit à un quart d'heure de gloire, passer un quart d'heure à la télé ou sur le net, ou en tout cas un média. Parce que maintenant, c'est vrai que sur Facebook, c'est même plus un quart d'heure, c'est tous les jours. On a un fil d'actualité, on est au top de l'actualité. C'est aussi un tableau de notre société, ce livre. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça ? Oui, on doit tous exister, et parfois on est victime de ce qu'on appelle au cinéma une erreur de casting. C'est-à-dire qu'on n'est pas à sa place. Il y a des gens qui ne sont pas à leur place et qui essaient d'exister. Il faut essayer de trouver. C'est pour ça que quand tu me disais la télé c'est bon, tu existes. Oui, mais à un moment donné je me dis est-ce que je n'existe pas plus, même s'il y a moins de gens qui le savent, en écrivant qu'en faisant de la télé. Et donc, c'est un petit peu la même question que se posent pas mal de personnages dans le bouquin. Oui, je crois qu'on doit tous exister quelque part, mais ça ne veut pas dire exister pour les autres, c'est d'abord exister pour soi. Ouais. Le problème aujourd'hui, c'est que on a plus tendance, dès le plus jeune âge, dès qu'on a une connexion Internet, on a envie d'exister aux yeux du monde, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est Facebook, c'est Twitter, c'est Instagram, c'est tous ces outils qui nous permettent aujourd'hui d'être connus à la face du monde. Et en même temps, connus. Mais on est connus quand ça dérape, quand quelqu'un se trompe dans une manipulation Facebook et qu'il invite 10 000 personnes à venir faire la fête chez elle, quoi. Oui. Et donc, t'as les parents qui... Là, alors on en parle dans le journal, et là, on devient quelqu'un. Mais c'est vrai que... Et Warhol avait raison. Je pense que c'est la télévision qui a amené ça. C'est le fait qu'à un moment donné, monsieur, madame, tout le monde peuvent à un moment donné répondre à des questions, un micro-trottoir pour le JT. Et... généralement, quand on est de l'autre côté, quand on tient le micro, la plupart des gens nous demandent pas c'était bien, ça allait ce que j'ai dit. Ils disent ça passe quand ? Et dès qu'on rentre, on t'aide. Et c'est normal. C'est pas du tout, c'est pas mal ce que je dis, mais c'est normal parce qu'on a envie, en effet, vu les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui, ils sont de plus en plus affinés. On a envie d'exister. Mais je pense que le plus important, c'est d'abord d'exister pour soi.
ou pour ceux voilà, qui nous entourent et qui nous sont chers. Mais il y a parfois une dérive. On a parfois l'impression que aujourd'hui, on va passer des vacances très très loin pour pouvoir surtout mettre les photos sur Facebook et dire on a été très très loin. On fait des fêtes, voilà, qui deviennent un peu folles parce que on sait que le lendemain il y aura les photos ou des vidéos sur. Et donc je trouve c'est pas une dénonciation ce bouquin, mais je trouve ça un peu dommage parfois parce que je pense qu'il y a des gens qui passent à côté de quelque chose. Voilà. Et alors, tu fais aussi, si on va un peu plus loin dans cette réflexion, tu fais une peinture de la télévision aussi très cynique, très ironique, dans le sens où tu la décris vraiment comme un média qui n'est pas le reflet de la réalité, qui est là uniquement pour mettre en avant sa vérité, sa réalité à elle, et qui n'a absolument rien à voir avec la vie des gens, justement. Mais où les gens essayent de revoir le reflet de la société dans laquelle ils veulent être. Il y a quelque chose de terriblement cynique dans le discours que tu tiens dans ce livre au sujet de la télévision. Pourtant, la télévision, elle a énormément évolué depuis le temps que tu en fais. Quel est justement ton point de vue par rapport à ça ? Alors, par rapport à la télévision, je suis de plus en plus inquiet. Pas pour mon boulot, hein, bon, voilà. Mais ouais, de plus en plus inquiet parce que il faut que les choses évoluent. Enfin, c'est normal que la télévision que j'ai connue il y a 30 ans, 25 ans, qu'elle n'est plus la même, quoi. Parce que les techniques ont évolué, parce que... Voilà, parce qu'il y a un rythme. Je dirais, on ne fait plus du cinéma aujourd'hui comme on en faisait il y a 50 ans. L'écriture a évolué aussi. Je veux dire, les choses avancent. Mais je ne sais pas si elles avancent toujours Alors, ça peut faire un peu vieux con ce que je vais dire, mais j'ai pas l'impression que les choses en matière de télévision avancent dans un sens très constructif. Je pense qu'aujourd'hui, la télévision a peur. Elle a peur de quoi ? Elle a peur du net. Je pense qu'on est dans un moment d'une page qui se tourne. Et nous, je veux dire, quand on est dans ce métier-là, producteur, réalisateur ou animateur, on sent tous que c'est en train de changer. Que la télévision, telle qu'on l'a connue pendant des années, télévision généraliste, de service public, cette télévision-là, elle est en train de basculer dans autre chose, parce qu'il y a la concurrence, parce qu'il y a les télés privées, la multiplication des chaînes. Je me souviens, ma grand-mère, elle avait un café à Scarbeck qui avait 2 chaînes. Quoi. Oui, ouais. Et quand on a vu la 3e chaîne, enfin une première chaîne française arriver, ça fait un peu préhistoire, mais c'était... C'était il n'y a pas si longtemps, en fait. Non, c'était dans les années fin 60, début 70. Voilà. Et aujourd'hui, je veux dire, n'importe quel vous-cordeur te permet d'aller en Turquie, d'aller où tu veux. Enfin, il y a 70 chaînes avec des films gratuits, ça. Donc aujourd'hui, forcément, les télévisions qui sont un peu assises sur un acquis de service public, etc., elles commencent un petit peu à vaciller. Et le problème, c'est ça, bon, si c'était bien, si on avançait vers quelque chose de mieux, le problème, c'est que j'ai l'impression que la réponse que la plupart des télévisions, c'est pas uniquement en Belgique, mais c'est vraiment partout, la réponse que les télévisions essaient de trouver pour garder les spectateurs qui n'ont pas envie de perdre, et qui dit spectateur dit surtout part de marché, c'est-à-dire recettes publicitaires, c'est en tirant un peu les choses vers le bas, quoi. Donc c'est en allant plus vers les anges de la télé-réalité, Cyril Hanouna, bon, il est bien sympathique, mais je veux dire, bon, à un moment donné, quand on n'a plus que ça à regarder, on se dit, mais c'est un peu compliqué. Ou alors il faut dormir le jour et regarder la télévision la nuit, parce que la nuit, il y a des trucs, voilà. Les émissions sont voilà, il y a des documentaires, il y a des trucs un peu... À partir de 11h du soir. Voilà, donc il faudrait... En semaine. Voilà, il faudrait renverser la vapeur et regarder la télévision la nuit. Ou bien devenir insomniaque. Mais voilà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette recherche un peu apeurée, je pense, des télévisions généralistes de service public, cette recherche, elle va plutôt vers un truc qui tire les gens un peu vers le bas. Et donc, bon, moi, je suis pas inquiet pour les générations, pour ma génération, enfin voilà, parce que on a des ressources ailleurs, et puis la télévision, c'est juste un meuble, quoi. Mais
Mais je suis parfois un peu inquiet pour les mômes, quoi. Bon, moi, j'ai des enfants qui sont maintenant 18, 22 ans, ça va. Ils ont leur centre d'intérêt, Leur repère, musique, cinéma, etc. Donc voilà. Mais j'ai un peu peur, moi, des mômes que je vois à 3 ans dans des restos avec leurs parents et qui sont sur une tablette et qui ne sortent pas de ce carré, quoi, qui est leur télévision à eux. Et voilà, donc ça c'est un peu... Voilà, Mais il y a cette réflexion donc, dans ton bouquin au niveau de tout ce qui est médias visuels, il y a aussi cette réflexion au niveau de la presse. Ouais. Il y a 2 presses, tu en parles aussi dans le livre. Il y a la presse, en gros, qui informe, et puis la presse qui divertit. Je voudrais juste lire un passage... et puis avoir ton opinion là-dessus. Donc ici, c'est un passage qui met en scène un paparazzi un peu crapuleux. Enfin, disons qu'il n'y a pas grand-chose qui l'arrête. Il n'a pas de scrupules. Voilà, c'est ça. Je cherchais le mot scrupule. Je ne revenais pas sur le mot scrupule. Et voilà, il a déjà commis par le passé une faute assez grave, c'est-à-dire qu'il est parvenu à photographier sur son lit de mort l'enfant d'une star de cinéma, c'est ça? Ça, c'est un truc vrai, ça. Oui. Romy Schneider, c'était le ça fils de Romy Schneider. Ouais. Quand il est décédé de manière tragique, il y a un type qui s'est déguisé en infirmier et qui est rentré dans l'hôpital pour prendre une photo qui n'est jamais parue, d'ailleurs. Elle n'a jamais été montrée. Et quand François Mitterrand est mort, il y a aussi un type qui s'est introduit dans son appartement, rue de Bièvre, je ne sais plus. Tout le monde a cru, évidemment, tout le monde est effondré de chagrin. Donc, quand il y a un infirmier qui passe, on se dit c'est normal. Ouais. Et le type est venu pour prendre des photos aussi du lit de mort de Mitterrand sur son lit de mort. Donc c'est un truc réel, avec la question où est la limite, jusqu'où peut-on aller. Ouais. Et donc voilà, donc ce paparazzi a dépassé cette limite. Il a été un peu trop loin. Il a été puni donc il se trouve là au début du roman dans une sorte de purgatoire. Il n'est pas encore tout à fait en enfer. Il essaye évidemment de revenir au paradis des paparazzis, de remonter en selle. En fait, tous tes personnages sont dans une sorte de purgatoire. Et remonter en selle, c'est comme dans les westerns. Exactement, tout à fait. Et voilà. Et donc, juste un petit passage où tu écris... Ce qui mettait Roger de Wilde hors de lui, c'était le manque de considération dont pâtissait sa profession. Au paparazzi, on n'autorisait aucun dérapage. C'était soit le procès, soit la mise au rencard. Par contre, les reporters pouvaient tout se permettre. Photographier les derniers instants d'un petit Africain terrassé par la faim dans les bras de sa mère, ou le calvaire d'un pauvre type en train de se faire lyncher à la machette en pleine rue. Ce qui n'était à ses yeux pas plus glorieux que ce dont il s'était rendu coupable. Pourtant, de tels clichés valaient généralement à leurs auteurs publication, reconnaissance, félicitations du jury et parfois même un petit prix de la photo de l'année. Roger de Wilde ne trouvait pas cela juste. Ce qui le dégoûtait le plus dans cette politique du 2 poids 2 mesures, c'est que l'on ne méprisait pas seulement les photographes qui travaillaient pour la même presse que lui, mais aussi les millions de gens qui attendaient leurs photos chaque semaine, des millions de femmes et d'hommes que ces clichés faisaient rêver. Et on n'avait pas le droit, personne n'avait le droit de mépriser ce public-là. Alors c'est vrai, d'une certaine manière, c'est vrai, il y a ce fameux débat où... il y a toute une partie de la profession et même du public, de la population qui méprise cette presse. Et puis ceux qui disent oui, mais les gens l'achètent. Si les gens l'achètent, c'est que vous méprisez aussi ces gens-là. Et ce discours qui dit oui, mais si on ne leur donnait pas ça, ils devraient, ils achèteraient peut-être une autre presse moins qui tire moins vers le bas. C'est moins le nivellement vers le bas. Quelle est ton opinion là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses? C'est difficile aussi à... Oui, c'est compliqué. Si un type, demain, décide de supprimer tous les McDo et tous les Quick de la planète, peut-être que les mômes retourneraient peut-être manger des trucs... Ils iraient peut-être vers des vrais restos, voilà. Mais c'est on est vraiment dans... Je pense qu'on a tous besoin, à un moment donné ou à un autre, de se vider la tronche, de se vider la tête, parce que... Tu vas pas me dire qu'un bon petit McDo de temps en temps... Mais oui, mais voilà, exactement. Le gros problème, c'est... Alors, un bon McDo... un McDo... mais aussi,
Alors, moi, j'ai mes limites, mais je parlais de Cyril Hanouna tout Ouais. à l'heure. Je la regarde, son émission. Ouais. De temps en temps, une fois par semaine, je regarde une Parce heure. que Et c'est ça bon de me regarder une vide, et ça me connerie, vide ouais. la tête, parce qu'à un moment donné, quand on est le nez dans le guidon, qu'on a des soucis, voilà, de temps en temps, ça fait du bien, cette petite régression, quoi. Et puis après, on revient, on retrouve le guidon. Mais, et c'est le cas pour tout, c'est le cas pour la bouffe, c'est le cas pour la télé, c'est le cas pour... Attends, si tu vas chez le coiffeur, tu vas pas prendre un bouquin de Jean-Paul Sartre. Non. Enfin, non. Non, définitivement tu prends non. tu prends Ouais. ce qu'il y a Et sous c'est la main. agréable. Et c'est par image. Là aussi, j'ai mes limites. Voici. Ouais. Mais bon, c'est match, c'est point de vue image du monde, etc. Parce qu'on a besoin tous de ça. Sinon, on deviendrait dingue. Le problème, c'est quand il n'y a plus que du McDo. Le problème, c'est quand il n'y a plus que du Cyril Hanouna. Et quand je te dis il n'y a plus que, je me souviens, en fait, j'ai découvert cette émission il y a 2 ans. J'étais en France avec mes enfants, dans le sud de la France. Et il faisait pas beau, on regardait la télé. Et ce truc passe toute la journée, en rediffusion des best-of de l'été. Et donc, il n'y avait plus que ça. Donc, ça devient indigeste. Le problème, c'est quand il n'y a plus que ça. Quand il n'y a plus que du Voici, du Gala, etc. Et pour parler de la presse écrite, puisque c'est vrai que Roger et puis d'autres, dans le bouquin, ils sont plutôt dans la presse écrite, c'est quand on voit finalement, aujourd'hui en France, c'est vraiment très symptomatique, et ça commence en Belgique aussi, que la presse dite sérieuse commence à prendre les mêmes recettes que la presse dite people. C'est-à-dire qu'elle s'intéresse aux mêmes gens, et surtout, on se rend compte que le jeu politique fait que, aujourd'hui, quand le président français, à savoir François Hollande, fait, comme chaque année, son discours de bonne année au début janvier, pour faire aussi le point sur son septennat, enfin sur son quinquennat, sur les problèmes encore à régler, etc. C'était noir de monde, comme ça n'a jamais été noir de monde, pour savoir quoi, si Valérie Trierweiler allait continuer à être la première dame de France, ça, oui. et si c'était pas Julie Gaillet qui allait la remplacer. Et donc là, et c'est à tous les points de vue, il n'y a pas que Hollande qui, voilà, je veux dire, ils ont tous été à un moment donné à la une parce que pour divorce, autre chose parce que tiens, il y a leurs machin idées ou leur avec, action voilà. politique. Et on se dit, est-ce que c'est conscient ou pas? Est-ce qu'à un moment donné, ils ne sont pas en train d'utiliser ça pour qu'on parle d'eux? Est-ce que la presse sérieuse n'est pas en train de se faire engluer par cette presse-là? Pourquoi? Pour vendre du papier. On le voit, Libération, ça va pas. Le Monde, ça va plus. Et pourquoi? Parce qu'il y a des gratuits dans le métro. Parce que aujourd'hui, la presse, si on veut être au courant de ce qui se passe dans le monde, on va sur Internet où on achète, on prend un gratuit et on est au courant parce que et donc il y a de nouveau il y a une baisse de qualité. Je pense qu'il y a parfois même un truc assez bizarre quand on regarde les journaux sérieux et les journaux qui ne le sont moins ou qui sont des journaux people. On se rend compte qu'ils sont sur le même terrain. On se rend compte qu'ils jouent avec les mêmes personnages, ils sont sur le même terrain. Et parfois, c'est un terrain sérieux, c'est le terrain de la politique. Et donc, voilà, il y a aussi ça en télé. Je veux dire, quand un journal télé de service public tient 10 à 12 minutes, j'ai un jour calculé, sur accident de voiture sur le 411, il y a des grelons qui sont tombés dans ma piscine. J'ai pas de piscine. Et voilà. Je me dis, quand, à côté de ça, il y a la Syrie, il y a la crise, il y a des gens qui crèvent de faim, il y a des usines qui ferment tout le temps, et que c'est en fait dans ce qu'on appelle le ventre mou du journal. C'est-à-dire, le ventre mou, c'est le truc où les gens s'endorment un peu. On en parle parce qu'on est obligé d'en parler. Voilà, ouais. Mais par contre, le début, on est intéressé, et puis la fin, c'est le sport, quoi. Ouais. Et donc là, dans le creux, on va parler de la Syrie, de machin, etc. Parce que, voilà. Bon, à quoi ça sert d'être journaliste? À quoi ça sert de faire un journal? Et je me dis que, voilà, les premières pages aussi, on se rend compte que aujourd'hui, il y a vraiment... Alors, il y a quelques journaux qui résistent. Il y a le petit journal de Yann Barthès sur Canal+. Je trouve que, paradoxalement, alors qu'ils sont là pour plutôt faire rire, ils font un vrai boulot de journaliste. C'est-à-dire des journalistes qui ne se laissent pas faire par le pouvoir, par les gens, par les attachés de presse, par les agents qui leur disent il faut poser cette question-là, il faut faire le tour par là, il faut filmer comme ça.
Eux, ils font le tour de l'autre côté, ils filment comme ils veulent, ils posent la question à qui ils veulent. Et ça, c'est un journaliste, quoi. Et pour parler de la déontologie, c'est vrai que Roger de Wild ici va prendre des photos inqualifiables. Mais parce que lui, son business, c'est les vedettes, c'est les people. Le gars qui va recevoir le prix Pulitzer de la meilleure photo de l'année, parce qu'il a photographié, et c'est aussi une photo qui existe, ça, je ne sais plus dans quel pays d'Afrique, il y avait une famine, je ne sais plus où, un gosse en train de mourir, avec un vautour qui attend. Oui, je vois très bien. Cette photo, elle existe. Ouais. On se souvient aussi en Colombie, cette petite fille qu'on ne savait plus ressortir et qui est morte noyée. Ouais. Et voilà, il y avait 20 caméras devant elle. Ouais. Le contre-champ de la photo du petit garçon, du petit garçon, petite fille avec le vautour, c'est 10 photoreporters qui prennent la même photo. Il se fait qu'il y en a une qui a été primée. Le type s'est suicidé 6 mois après avoir ou 1 an après avoir reçu son prix. Parce qu'il y a des limites à un moment donné. Et je pense qu'il y a des limites autant quand on est sur l'actualité dite sérieuse, c'est-à-dire une famine, une guerre, les victimes collatérales d'un conflit, ou quand on est sur un truc plus léger, c'est avec qui sort Johnny Hallyday ou Julie Gaillet. Et à un moment donné, voilà, il faut connaître ses limites, il faut exister de nouveau dans les limites qu'on s'est fixées, et pour pouvoir à un moment donné aussi le soir se regarder dans une glace, quoi. Et donc voilà, c'est un peu tout ça qu'il y a dans le... D'où ce que je disais tout à l'heure, et qui est ma question suivante. Est-ce que maintenant, le monde politique, la politique ne peut plus exister qu'au travers du show médiatique ? Ben, elle a du mal à exister dans la politique. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu comme l'Europe, quoi. L'Europe, aujourd'hui, on le sait, ce sont les lobbies. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les OGM sont passés. Maintenant, dans 2-3 ans, les tomates qu'on va manger, il faudra bien lire sur l'étiquette parce que les OGM sont passés. Il y a eu pendant des années, tout le monde a dit, on ne sait pas. Quand on ne sait pas, on s'abstient. Mais en tout cas, il y a peut-être un risque que, etc. C'est passé comme une lettre à la poste. Et surtout, c'est passé à un moment où il y a le mondial, tout le monde s'en fout de l'Europe et des tomates, où il y a eu des élections européennes, etc. Donc, toutes les politiciennes se sont tapées dessus en France, en Belgique, et puis en Belgique, il y a le pays qui est presque coupé en deux, enfin bref. Et donc, du coup, en stummelings, comme on dit ici, ils ont fait passer les OGM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les pays peuvent accepter ou non voilà. Donc, il y a une porte qui a été ouverte. Donc, dans 2-3 ans, vous risquez de trouver du maïs, des tomates, et voilà. Et nous, bientôt, on sera aussi génétiquement modifiés. Voilà. OGMisé. Et donc, c'est assez terrible, ça, parce que l'Europe, voilà, c'est quand même, on se dit, ce sont des politiques. Ce sont des gens pour qui on a voté, qui sont... Voilà. Et on a confiance en ces gens-là. Et en fait, le vrai pouvoir, il est derrière. C'est le pouvoir des lobbies. J'ai vu un jour un reportage, un docu qui était hallucinant. Le vrai pouvoir à l'Europe, ce sont les lobbies. Et donc, je me dis aujourd'hui, le politique, est-ce qu'il est encore crédible dans son rôle de politique, quand on sait que derrière, il y a les lobbies, il y a le pouvoir économique. Et je pense qu'un type comme Mittal est beaucoup plus fort que le président de la République en France, ou que le gouvernement de n'importe quel pays. Et ça s'est prouvé, il s'en fout, il ouvre, il ferme, et il détruit des milliers de vies, mais c'est lui qui a le pouvoir. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, pour qu'un politique puisse exister, il existe, oui. Alors, il y en a en France qui existent parfois dans la fraude et dans le détournement de fonds. Ça, c'est pas de chance pour eux. Mais il y en a surtout qui existent par autre chose que la politique, quoi. Et donc, moi, je pense que c'est aujourd'hui, c'est aussi une réflexion là-dessus, que forcément, quand on creuse un tout petit peu, c'est vrai que est-ce que le politique a encore réellement du pouvoir ? Moi, j'en doute. Et alors, je vais terminer avec ça. Ouais. Donc, on a bien fait le tour entre les médias, la politique, etc. Il y a aussi une dernière chose, j'ai envie de revenir à l'individu. C'est aussi une réflexion sur l'individu, ton livre, et plus particulièrement sur l'importance du nom.
Et je voudrais connaître ton opinion là-dessus. Voilà, je vais lire deux petits extraits parce que ça m'a interpellée, on va dire. Donc, le premier extrait, tu parles donc de ce monsieur tout le monde, Vincent Mact, Ouais. le Kidam, donc il va poser sa première question, enfin qui ne la posera jamais, mais qui s'apprête à poser la première question au président de la République. Et donc tu parles de son nom. Donc je ne vais pas tout lire parce que sinon ça va être trop long, mais je prends la réflexion en cours de route. Tu dis donc ses collègues ensuite, ceux pour lesquels il n'était qu'un nom, Magd. C'est bien Magd, c'est comme on dit. Ouais. Dans l'ascenseur, les couloirs, à la cantine, dans les réunions, aux chiottes. Chef de service, secrétaire, directeur général, product manager, personne pour l'appeler Vincent. Magd, vous avez une minute ? Et ce dossier, Magd, vous comptez le boucler avant le déluge ? Vous n'auriez pas un peu gonflé du bide, Magd ? On ne lui donnait même pas du monsieur, Magd. Pas de monsieur. Magd tout court. Vraiment tout court. On l'appelait Magd parce qu'il fallait bien lui donner un nom. Parce qu'appeler un être humain par un numéro, ça ne se fait pas. Même au clébard, on donne des noms. Alors, on l'appelait Magd. Et prononcé par ses collègues, ce Magd ressemblait à un nom de chien. Le patronyme est, paraît-il, la dernière chose que l'on peut retirer à un être humain. Quand il n'a plus de nom, c'est qu'il n'est plus rien. Certains jours, quand un de ses collègues ne revenait plus sur la dernière chose qui pouvait l'identifier, à savoir son nom, Vincent Magd se sentait comme suspendu par un fil de nylon au-dessus du Grand Canyon, à deux doigts de n'être plus rien. Mais ce soir, ça n'avait plus aucune importance. Désormais, ses collègues se rappelleraient non seulement de son nom, mais aussi de son prénom. Un prénom que sa mère lui avait donné parce qu'elle aimait ce peintre qui avait fini une oreille en moins. Et un peu plus tard, à propos du tueur, parce qu'il y a aussi un personnage qui est un tueur à la solde un barbouze, quoi. Voilà, un barbouze du président. Tu dis juste ce petit paragraphe. Même les gens qui n'ont plus rien, les plus pauvres sur terre, les déchus de tout, il leur reste une dernière chose, la seule qu'on ne puisse pas leur enlever, leur nom. Guillaume ne pouvait même pas prétendre à cela. S'il disparaissait en mission, il ne laisserait aucune trace, nulle part. S'il mourait ce soir, il n'aurait jamais existé. Ouais, il faut dire qu'en fait, comme c'est un type qui travaille dans les services secrets et qui est chargé des basses besognes, donc de faire disparaître des gens, on l'appelle dans les milieux, c'est qui vous savez. Ouais, voilà, et donc ce type n'a pas de nom, en effet. C'est qui vous savez. Alors, quel est un peu ton rapport justement au nom, qui est aussi une manière d'exister, mais évidemment, comme tu le dis. Évidemment, moi, il y a un truc que je trouve horrible dans les boîtes, dans les sociétés aujourd'hui, dans les entreprises. Il y a des entreprises, il y a 12 étages, il y a je ne sais pas combien de bureaux, et tout le monde ne se connaît pas. Mais tout le monde porte quoi ? Un badge. Et donc, c'est le collier du chien, quoi. Je veux dire, c'est le numéro qu'on lui écrit dans l'oreille. Enfin, c'est Kiki, machin, enfin, Zorro. Et je trouve ça terrible, quoi. Et on est... Alors là, qu'est-ce qui apparaît en gros ? Le nom. Et en petit, il y a le prénom et peut-être il y a juste la virgule avec la première lettre du prénom, quoi. Et je pense que oui, je pense que c'est... moi, quand on m'a dit, tu vas écrire ton bouquin, tu vas publier ton bouquin, j'ai dit, bah oui, j'ai trouvé un éditeur, je suis content et tout, mais tu vas prendre un pseudo. J'ai dit, mais comment ? Pourquoi ? Bah si, tu fais de la télé et tout. Bah je dis, non, justement. Non, si j'avais pris un pseudo, d'abord, tout le monde m'aurait reconnu, j'aurais l'air fin. Et puis, où tout le monde dit, c'est votre vrai nom. Oui. Et donc, oui, c'est quand même le premier truc qu'on... Enfin, on a une date de naissance et un nom. Et je pense que ces deux choses-là font qu'on est, plus notre code génétique, mais là, il faut prendre des prises de sang et tout. Mais je veux dire, sans aller jusque-là, ces deux choses-là font quand même déjà qu'il faudrait une chance sur 1 milliard pour qu'on trouve la même personne avec le même nom qui soit née au même moment que toi. Donc oui, on existe par des petites choses qui sont finalement assez artificielles, hein, parce que le nom, on peut en changer quand on n'est pas content. Et donc oui, c'est important, je pense. C'est notre manière d'exister. Et donc, j'avais trouvé un truc sur une petite info, c'est une petite blague comme ça. T'as un couple qui adore Louis la Brocante. Et tu sais comment ils ont appelé leur fils ? Brocante. Oh non.
Mais voilà, et le type qu'on va appeler brocante, il va tirer ça comme un boulet toute sa vie, quoi. Et je dis, un nom, je trouve ça très important de choisir un prénom et de se dire, ok, on le choisit parce que ça fait bien d'appeler son fils comme ça ou sa fille comme ça, mais il faut aussi réfléchir à ce que ça va devenir, comment on va transformer les diminutifs et des trucs comme ça. Que la vie prend une certaine couleur déjà en fonction du nom. Je pense qu'on part avec à peu près tous les mêmes chances et en même temps non, parce que voilà, on n'est pas fait de la même manière. Il y a des gens qui seront plus forts et ou plus faibles, qui auront un caractère plus fort ou plus faible. Ce sont des choses qu'on ne peut pas changer, ça. Mais je pense qu'en plus, si on enfonce la tête dans l'eau en donnant des patronymes ou des prénoms qui vont forcément ouvrir la porte à de la moquerie, du ridicule, etc., c'est terrible, quoi, de devoir exister en... Voilà. Mais... oui, je pense que le nom, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est ce qui reste, finalement. Quand la vie est terminée, on va terminer sur un truc triste. Mais non, mais je veux dire, qu'est-ce qui reste? Mais qu'est-ce qui reste? Je veux dire, il reste une plaque avec un nom. ou un truc, voilà, avec une date, deux dates dates et un nom. Et de temps en temps, une petite phrase, si tu as l'idée d'avoir une épitaphe. Voilà. Okay. Et moi, une des épitaphes, comme ça, on termine quand même sur un truc un peu drôle. Ton épitaphe. On demandait à Woody Allen qu'est-ce que vous voudriez qu'on écrive sur votre tombe, et donc l'épitaphe. Et donc il a répondu je vous avais bien dit que j'étais malade. Voilà. Donc ça c'est bien. C'est bien terminé. Voilà, ça c'est Woody Allen. Voilà. Bah écoutez, un grand merci. Je voudrais savoir si voilà dans le public.